Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Spéculation by Sofilm, épisode 19. Aujourd'hui, Jean-Pierre Melville, L'Armée des Ombres, que Carlotta Film a eu la bonne idée de ressortir là il y a quelques semaines en salle. Emmanuel, je crois que tu tenais vraiment à faire à ce qu'on parle de ce film, film de 69. Contemporain, je le dis tout de suite, contemporain de la sortie aussi du Ophuls, Le Chagrin et la Pitié, deux films qui s'opposent, j'allais dire presque en tout point. Est-ce qu'on peut peut-être commencer à discuter un peu peut-être du contexte de sortie. On est plutôt à la fin de carrière de Melville et on est à la fin de la carrière aussi d'un autre homme gigantesque qui fait une apparition, alors pas lui-même, mais en personnage aussi dans le film, un autre géant de l'histoire de France, je veux dire De Gaulle. Et le film a d'ailleurs été beaucoup qualifié de gaulliste ou de gaullien au moment de sa sortie. Voilà, c'est vrai que j'avais envie qu'on parle de ce film, et en même temps, je redoutais un peu de le revoir. Moi, ça fait partie des films qu'on voit un peu, je dirais, pas à tous les âges de la vie, mais à plusieurs âges de la vie. Je pense que c'est un film, j'ai dû le voir la première fois, j'étais adolescent, puis je l'ai revu un certain nombre de fois. Et je redoutais un peu de le revoir, parce que les dernières expériences que j'avais eues avec Melville n'avaient pas été très concluantes, en fait. J'ai revu une partie du Samouraï, revu le Cercle Rouge, et je trouvais quand même que tout ça était très compassé, très contenu, très viril, trop élégant, quoi, trop dans la retenue. Donc j'avais envie, en même temps je redoutais un peu. Et j'ai trouvé le film, je le dis tout de suite, absolument extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est sous réserve de revoir les autres et de faire aussi un peu, d'actualiser mon regard, si je puis dire. Pour moi, c'est son plus grand film, en tout cas de l'expérience que j'en ai eue d'assez loin. Et on va évidemment en parler. Alors, tu parlais du contexte. Je me demande si Le Chagrin et la Pitié, c'est pas un tout petit peu postérieur. Mais enfin, peu importe. En tout cas, lorsque le film... Moi, ce que j'avais aussi comme repère en tête, c'est que lorsque le film sort à la rentrée 1969, il fait l'objet... Alors, je n'ai pas fait de revue de presse, mais évidemment, je regarde toujours les cahiers. Il fait l'objet d'un article assassin que je connaissais, mais que j'ai relu, très court, de Jean-Louis Comolli, d'ailleurs qu'on pourra partager sur la page Instagram du podcast, parce qu'il est vraiment très court. Assassin, pourquoi ? Parce que pour cause d'hagiographie gaulienne ou gaulliste, voilà, et de cinéma, très compassé, très comme il faut, très correct, etc. D'ailleurs, je crois qu'à la sortie d'Un flic, qui est donc le film suivant, et le dernier film de Melville, les cahiers iront même jusqu'à conseiller à Jean-Pierre Melville de se lancer directement dans la confection et la vente d'imperméables et d'arrêter de faire du cinéma. Bon, alors c'est pas inintéressant. Pourquoi ? Évidemment, dire ça, c'est... Alors là, je le dis, pour moi, c'est une évidence, mais je pense que c'est important de le dire quand même. Il ne s'agit pas de dire que les cahiers se sont trompés. Pour moi, ça ne veut rien dire que la critique Enfin, presque rien dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, on voit les films de certaine manière et à un certain moment, on les voit différemment. Bon, à ce moment-là, c'est la rentrée 69. Les cahiers sont au tout début de leur combat, enfin de leur conflit plus exact, avec Daniel Philippaki, qui est leur propriétaire, et ils sont en voie de politisation dans l'après-coup de mai 68. Donc évidemment qu'un film comme celui-là, pro-De Gaulle, et où tout le monde est tiré à quatre épingles, ne va absolument pas... Voilà. L'esprit de 68 ne souffle pas dans le film. L'esprit de 68 ne souffle pas dans le film, j'allais dire encore que non, n'exagérons rien. Bon. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, va bientôt arriver, tu disais, Le Chagrin et la Pitié, le film de Marcel Ophuls, qui est la chronique d'une petite ville, je crois, du Massif central. C'est Clermont-Ferrand. C'est Clermont-Ferrand pendant l'occupation, et qui va offrir une vision de ce qu'a été la France pendant l'occupation, beaucoup moins avantageuse que celle qu'on voit, par exemple, dans l'Armée des Ombres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les cahiers, en vérité, n'aimeront pas davantage Le Chagrin et la Pitié, parce qu'il passe pour cause de démystification un peu facile et un peu pour cause de ah oui, tout est gris, tout est compliqué, voilà. Bon, bref. Et d'ailleurs, l'entretien qu'ils feront des années plus tard avec Michel Foucault, ils sont tellement critiques avec Le Chagrin et la Pitié que Foucault est obligé de leur répondre un truc du genre écoutez, moi je pense pas qu'avoir fait Le Chagrin et la Pitié ce soit une mauvaise action. Bon, voilà. Donc,
élément pour resituer un peu le film. Melville, là encore, je crois que c'est connu, mais redisons-le, c'est peut-être pas si connu que ça. Melville avait été, pour les Cahiers, pour la Nouvelle Vague, un cinéaste extrêmement important. Principalement, et pas seulement grâce à Bob le Flambeur, parce que Bob le Flambeur, milieu des années 50, c'est un film noir à la française, tourné hors des studios, et c'est une tentative de... Voilà, c'est quelque chose qui s'oppose à ce cinéma de qualité française que les Cahiers détestaient. Puis pas simplement Bob le Flambeur, mais Deux hommes dans Manhattan, Léon Morin prêtre, et d'autres, jusqu'à, disons, éventuellement jusqu'au Doulos. Peut-être qu'à partir du Doulos et du Deuxième Souffle, les choses se compliquent. Et puis, Melville, c'est évidemment... j'oublie son nom. Enfin, là, vraiment, j'ai un trou, j'ai honte. Celui qui apparaît dans la scène d'À bout de souffle, où il est interviewé par Jane Seberg, par Vopoulos, ou par, j'oublie son nom, qui joue le rôle du metteur en scène, qui finit par avoir cette phrase, quand elle lui demande quelle est votre ambition, il dit devenir immortel, et puis mourir. Donc Melville a joué un rôle très important. Voilà. Alors, voilà pour les quelques éléments historiques que j'ai rappelés, parce que l'Eldorado a ressorti le film, là, il ressort le film, donc on a fait une présentation il y a quelques jours. Et puis, si je puis dire, sur ces entrefaites, j'ai revu le film, et moi j'avais gardé un truc en tête qui m'avait beaucoup frappé de ma précédente vision, qui date déjà presque d'une vingtaine d'années. C'était peut-être en vérité l'avant-dernière, et maintenant l'avant-avant-dernière, peu importe. Peu importe, non, parce que je trouve ça toujours bien de dire quand et comment on voit les films, d'être un peu précis. Étant donné que les conditions d'accès au film maintenant sont pas du tout les mêmes que ce qu'elles ont été pendant longtemps. Et ce qui m'avait frappé de cette vision d'il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant, c'est que j'avais l'impression que dans chaque scène du film, reposait sur une sorte de suspense ou de renversement qui faisait qu'on pensait qu'un personnage était d'un côté ou de l'autre, parce que fondamentalement ça se résume à ça, résistant ou collabo, français ou allemand, et qu'en cours de scène, très souvent, on s'apercevait qu'il y a un renversement, et que chaque scène reposait sur une sorte d'effet de surprise, et donc entretenait ce qu'on pourrait appeler un peu facilement une façon d'ambiguïté morale. Je vais prendre deux exemples. On va parler du film librement, je pense qu'il est connu, on va pas s'ennuyer par rapport aux histoires de gâcher ou de ne pas gâcher. Il y a le moment où le personnage interprété par un acteur que j'adore, qui est Paul Crochet, se rend dans un bar et est au comptoir, et se trouve qu'il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule, je crois, et par réflexe, il met sa main à sa poche pour avoir son revolver, et en fait, il s'aperçoit que c'est quelqu'un qu'il connaît bien, qui est joué par Jean-Pierre Cassel, qui s'appelle Jean-François, et qui est un ami, et que d'ailleurs, il va enrôler dans la résistance. L'autre exemple beaucoup plus important dans le film, c'est le rapport qui existe entre ce même Jean-François Jardy, et son frère, joué par Paul Meurice, frère Luc, qu'il appelle frère Luc Jardy, à qui il rend visite, persuadé que cet homme, il nous l'est présenté comme ça, la voix nous présente comme ça, vit très loin des vicissitudes de la guerre, et n'est pas du tout collabo, mais il ne s'agit même pas de lui parler ni de collaboration ni de résistance, parce qu'il est... Voilà, c'est le frère Luc, il vit dans les livres, il est complètement détaché de l'actualité. Enfin, la guerre, c'est plus que l'actualité, mais enfin, détaché du monde comme il va. Et puis, on va comprendre qu'en fait, celui qu'on appelle le grand patron, à plusieurs reprises, et celui à propos duquel, quand même, chose très étrange que je ne veux pas oublier, Lino Ventura, qui est donc le personnage principal du film, dit que ça n'est qu'à son propos qu'il imagine employer le mot « aimer », c'est quand même effectivement une vision très sacrale, si on peut dire, de la résistance. On va comprendre que donc, c'est lui le grand patron, c'est ce Luc Jardy qui a l'air de vivre parmi les oiseaux et les vieux grimoires. Donc j'avais le souvenir que le film reposait toujours sur des choses comme ça. Et en fait, en le revoyant, j'ai retrouvé ça, mais j'ai en fait vu aussi des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus inattendues. Alors moi, je dirais comme ça, et puis je vais te repasser la parole, bien sûr. Je trouve, en fait, c'est un film assez fou. Voilà. Je trouve que c'est un film assez fou. Oui, il me semble, moi, moi, je m'attendais à une très très grande unité formelle proche de l'A16. Et en fait, en le redécouvrant, je m'aperçois que le film est assez riche. L'autre soir en salle, tu as même dit baroque. Effectivement, il y a des choses très différentes. Par exemple, l'utilisation de la voix off à certains moments, mais alors différentes voix off. De différentes voix off, alors que la plupart
part du temps, le film est quasiment muet, quoi. Et puis des galeries de portraits, mais de portraits de visages en surprise, presque. Ouais. C'est-à-dire que la caméra se surprend elle-même à voir, on pourrait presque dire, de la vie quotidienne en temps de guerre, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça où on est sans cesse, Mais je pense nous, spectateurs, placés dans un état où on va être surpris, en même temps que la caméra. Absolument, ouais. Alors moi, je pense qu'il faut essayer de dire les choses en deux temps. Parce que d'abord, moi, ce qui m'a frappé dans le film, ce qui m'a frappé dans le film, et semble-t-il toi aussi, va plutôt aller dans le sens de dire, ouais, au fond, c'est pas vraiment un film sur la résistance, c'est autre chose. Mais dans un deuxième temps, il faut expliquer comment ça c'est justement ce qui construit la vision de la résistance selon Melville. Et en effet, plusieurs choses. Il y a cet élément de surprise permanent qui fait qui ne va pas tellement avec la réputation du film et ce que le film est par ailleurs. C'est d'un côté, comme tu as dit, très monocorde, très silencieux, très, très sûr de soi, quoi. On avance doucement comme ça. Chaque pas est compté. Et en effet, la surprise est permanente. Donc on a en permanence des visages qui se jaugent et qui ne savent pas quoi penser l'un de l'autre et qui découvrent en cours de route, et nous découvrons en cours de route, parce que je le disais l'autre soir, mais c'est capital, il me semble, dans le film. Le spectateur n'a aucune avance. C'est un film dans lequel il n'y a pas de récit majeur. Il n'y a pas ce récit majeur qui va avec très souvent les films de résistance et les films de clandestinité. C'est-à-dire, en gros, on monte un plan, on le prépare longuement, on l'exécute, il fonctionne ou il fonctionne pas, et puis ensuite on voit la suite. Il n'y a absolument pas de cette préméditation qui est si importante, et d'ailleurs pour le spectateur en général extrêmement jouissif, de se dire, ok, mentalement, je suis dans la tête des personnages, je construis avec eux. Là, le film construit quasiment rien. Peut-être je reviendrai, c'est une série de tout petits épisodes, graves pour la plupart, mais de tout petits épisodes sans aucun plan d'ensemble. On ne sait absolument pas d'ailleurs à quoi ils sont particulièrement attachés, ce groupe. Et d'ailleurs, ce groupe de résistants, dans lequel il y a Lino Ventura, Paul Crochet, Paul Meurice, Simone Signoret, Jean-Pierre Cassel, est un groupe qui, du début jusqu'à la fin, quel est le travail de ce groupe? C'est de veiller à la survie du groupe. C'est-à-dire, ils ont très peu de rapport avec l'armée allemande, très peu de rapport avec le monde extérieur. C'est vraiment une espèce de petit groupe autarcique, comme ça. Bon. Mais je reviens à ce que tu disais sur la surprise. Là, on peut prendre plusieurs exemples. Au début du film, Gerbier, interprété par Ventura, est dans un camp de prisonniers où il arrive tout de suite. Et il partage sa chambrée avec, je crois qu'il dit, la voix off dit, je suis avec 2 imbéciles et 3 enfants perdus. Il y en a un jeune qui travaille à la centrale et qui est communiste. Et à l'occasion d'un échange avec ce jeune type, Gerbier qui va, je sais pas quoi, il se fait une petite promenade, lui dit, bon à bientôt camarade. Et donc l'autre, visage surpris de l'autre. Oui. Tout le film fonctionne là-dessus sur des signes d'intelligence et de complicité qui sont à chaque fois, je dirais, joués et déjoués, et peut-être c'est compliqué. Et donc le type, parce que vous aussi, dit-il, sans même avoir... Vous êtes communiste. Elle lui dit, vous êtes communiste, carrément, je pensais pas qu'il... Et évidemment, Ventura, avec son autorité calme d'ancien catcheur, lui dit, non, mais ça m'empêche pas d'avoir des camarades. Donc là, il y a une espèce de... Voilà. Et quelques minutes plus tard, même chose, il va, alors qu'il est sur le point de préparer une évasion avec ce jeune type, donc là on croit qu'on va entrer dans la fiction, on prépare, on anticipe, qui fait partie de ce cinéma et qui fait qu'on l'aime. En fait, l'évasion ne va pas être préparée puisqu'il va être muté, il va être transféré, plutôt, c'est pas réellement une mutation, et au moment où il quitte la chambrée, le dortoir sous l'œil un peu... encore une fois, interloqués, parce que c'est quand même des gens, tu l'as très bien dit, qui tout le temps ne comprennent rien à ce qui se passe autour d'eux. Essayent de comprendre. Ça, c'est génial d'assister à ça devant un film. Bon. Et le type qui l'a accueilli, qui est une espèce, on dirait une vieille baderne, en gros, et qui lui a dit, qui tient un peu un discours comme un des nobles dans la règle du jeu, genre tout, ça se perd, il dit aujourd'hui, il n'y a que des gens foutres. Au moment où il quitte le dortoir, Ventura, dont on a bien compris qu'il considère que ce type est une vieille baderne, justement, se retourne vers lui et lui dit, tous des gens foutres. Et on peut pas considérer que c'est uniquement de l'ironie. Il y a plein de choses. Moi, je vais utiliser un adjectif très facile, trop facile. Il y a plein de répliques comme ça qui sont indécidables. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un peu de la moquerie, parce on a bien compris qu'il y a une part qui n'est pas du tout... Ils n'ont pas les mêmes convictions, ils n'ont pas les mêmes façons de voir. Et en même temps, il lui offre, pour finir, quand même, un signe de complicité qui quand même est du premier degré, que l'autre reçoit quand même comme un signe de complicité, qu'il va pouvoir garder avec lui en disant « Ah, ce type mystérieux qui a passé tant de nuits dans notre chambre, dans notre dortoir, quelque part, je partageais quelque chose avec lui. »
Et cette histoire de ce qu'on partage et de ce qu'on partage pas, alors je vais te prendre encore 2 exemples, je voudrais pas être trop long, mais on pourrait citer tout le film. Et puis je voudrais qu'on vienne à l'épisode londonien, parce qu'il est dingue. Il est vraiment dingue. Il y a 2 autres exemples. Il s'échappe à l'occasion de ce transfert, il tue un Allemand, et il échoue, il se réfugie dans un salon de coiffure tenu par Serge Reggiani. C'est toujours plaisir de voir Serge Reggiani, quand même un acteur énorme, même si là c'est une petite apparition. Et il est essoufflé, évidemment, hein, la même chose, suspect. Est-ce qu'il tombe chez un collabo, un résistant, quelqu'un qui va le donner ou pas? Il est un peu ennuyé parce que, qu'est-ce qu'il voit au mur? Une affiche pétainiste. Bon. Et en même temps, Reggiani lui dit, en gros, ils ne se diront rien, parce que c'est un film aussi où les convictions politiques ne sont... Enfin, elles sont dites, mais elles font jamais l'objet, disons, d'une explicitation. Elles font peut-être l'objet d'une sorte de carte d'identité. Je suis communiste, mais pas d'un débat. Donc il lui dit rien, il l'assoit, machin, il le coiffe. Et puis au moment de partir, il lui donne un manteau. En lui disant... Mais de manière... Enfin, tout en étant un peu désagréable. Genre, il prend ce manteau, je sais pas mieux, mais casse-toi, en gros. Et on ne saura pas. On ne saura pas, en fait. De toute façon, ça va trop vite. Le film va très vite, on ne saura pas. Est-ce qu'il s'agit d'un résistant qui a mis une affiche pétainiste pour être tranquille? Est-ce qu'il s'agit d'un collabo qui, ce soir-là, ne veut pas avoir de problème avec les Allemands et qui s'en fout? Est-ce qu'il s'agit d'encore... On ne sait pas. Et le film est sans cesse dans cette drôle de zone. Et alors, je voulais citer encore un autre exemple que j'ai oublié. Non, je vais peut-être citer déjà, mais voilà. J'en ai d'autres, mais le film est très, 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 très étonnant. Très étonnant là-dessus. Et il ne cesse comme... Il y a cette scène que j'ai évoquée. Alors, le film est un ensemble de petites scènes, décousues, totalement décousues, sans aucune continuité narrative, avec une continuité melvillienne très, très forte. Hein. Tout est en bleu-gris, tout est feutré. Le film a une grande unité de ton, peut-être plus que de forme, parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a des accros. Mais il y a donc cette scène où Paul Crochet rencontre Jean-Pierre Cassel, aviateur, un peu beau mec. L'autre lui dit « Mais pourquoi tu oses encore porter ton blouson d'aviateur pendant la guerre ?» Et Cassel, qu'on voit un peu dans le rôle du séducteur, est en train de prendre un verre avec une femme. On verra un seul plan d'elle, je me demande si c'est pas Nathalie Delon. Et comme l'autre veut parler un peu avec lui, il dit à la femme avec qui il partage un verre, il dit « Tu m'attends 5 minutes ?» Je reviens. Elle dit « Je t'attends 5 minutes, mais pas toute la vie. » Et puis il sort avec Paul Crochet. Et Crochet lui dit il lui explique un peu ce qu'il fait, quoi. On peut considérer, dire à ce moment-là, que c'est un peu imprudent quand même de le lui dire aussi facilement. Et l'autre lui dit « Ok, ça m'intéresse, en gros, je viens avec toi. » Et Crochet lui dit « Mais t'as pas quelqu'un qui t'attend, là ?» Il dit « Si, mais elle pense qu'elle m'attendra 5 minutes, elle m'attendra toute sa vie. » Et je trouve que là aussi, ça fait partie de, tu vois, l'espèce de drôle de partage de signification ou de mots de passe ou de trucs. Alors là, c'est un peu cruel pour celle qui arrive, et en même temps, enfin, le film est fait d'alliances comme ça qui basculent l'une dans l'autre, presque par des systèmes de vases communicants ou de renversement d'alliances. Bon, il faudra peut-être essayer ensuite de voir quel est le sens politique, historique, parce que je ne veux pas dépolitiser le film. Mais si on le regarde dans son tissage de scène à scène, je crois que c'est vraiment comme ça qu'il est fait. Et, autre exemple encore, qui là, je pense, dont la signification morale, je pense, est plus transparente, c'est le moment qui intervient aussi plutôt vers le début du film, où cette bande de résistants doit exécuter un traître. Joué par Alain Libolt, qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans un ou deux films d'Eric Romer, qui est un acteur peut-être très étonnant. Et où on comprend que ça ne se passe pas comme prévu, parce que la maison vide qu'ils ont louée, qu'ils occupent, maintenant il y a des voisins qui font du bruit, donc c'est quand même difficile pour tuer quelqu'un, parce que le jeune type qui voulait participer à une opération un peu compliquée veut trop bien faire, il dit « j'ai installé des tables, des trucs... » Ouais, c'est pas un interrogatoire, mais on se dit c'est pas non plus un dîner en ville, et qu'en fait la souffrance est plutôt du côté de ceux qui exécutent. Enfin, la scène montre à quel point c'est difficile pour ceux qui exécutent, d'une certaine manière, en tout cas dans l'accent que met la scène, plus que pour celui qui est exécuté. Donc il y a toujours des basculements, et un autre encore, après j'arrête, c'est le moment où Jean-Pierre Cassel écrit. Et je pense que la première fois qu'on voit le film, peut-être on y croit, mais encore je suis pas sûr, parce que le plan d'avant est très insistant sur lui, on voit qu'il réfléchit. Il écrit une lettre où il dit qu'en gros, il dit je renonce, je n'ai pas votre courage, veuillez bien m'excuser, je suis faible, je n'ai pas votre courage. Et en fait, cette lettre est une manœuvre parce qu'il va se faire en sorte d'être arrêté par les Allemands.
Il va s'auto-dénoncer. Il va s'auto-dénoncer afin de pouvoir venir en aide à Paul Crochet qui est en prison. Donc c'est tout le contraire d'un acte de lâcheté, c'est un acte de très grand courage. Voilà. Et alors, je trouve que c'est difficile. Le décrire, c'est pas si compliqué. Ensuite, comment comprendre ça sans faire du relativisme ou sans non plus s'en tenir à l'idée que ce qu'a voulu faire Melville, c'est un film dans lequel tout est imprévu, c'est quand même très important, mais je pense que ça va plus loin que ça. Mais ça fait de l'expérience du film. Pour peu qu'on soit, si je puis dire, disponible au film, on s'aperçoit que c'est un film qui n'a pas du tout la monumentalité un peu lisse qui correspond à sa réputation, mais qu'on passe sans cesse par des... On s'attend à un truc, puis c'est encore un truc, puis c'est encore le contraire, puis c'est de nouveau le contraire, à l'intérieur de quelque chose qui, malgré tout, reste sur une ligne, quoi. Oui. Bon, moi, je vais le rattacher quand même un peu à de la politique, le film, parce qu'il n'en est pas complètement débarrassé tout de même. Mais c'était le deuxième temps du propos dans mon annonce. Mais je suis d'accord hein, sur le tissage, effectivement. Un des cœurs du film, à mon avis, on pourrait presque dire que c'est la question de l'effusion. Les personnages sont pour la plupart silencieux. Et on sent que Melville a un plaisir... sans doute que pour lui, la dignité est synonyme de silence. Notamment en cette période troublée où... parler, ça veut dire balancer, finalement. Donc les plus grands résistants sont ceux qui ne balancent jamais. Et l'effusion, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans le film, c'est l'absence quasi totale de sang. Donc on voit des gens être torturés. Alors l'acte de torture en lui-même, on le voit quasiment pas, mais plusieurs résistants sont torturés et on les voit pas se faire frapper, on les voit pas saigner ou très très peu. En revanche, on voit des visages marqués, mais avec des plaies quasiment nécrosées qui sont déjà noires. C'est très juste et très très frappant. Le rouge c'est le cas de Paul Crochet, qui effectivement a le visage complètement comme un masque presque, et de Jean-Pierre Cassel une fois qu'il l'a rejoint. Voilà. Ce qui fait que moi j'ai le sentiment que il y a quelque chose de les résistants sont montrés de manière assez spectrale. Est-ce que le film parle de la résistance ou pas ? J'en sais rien. Souvent, on dit qu'un film parle plus de l'époque du tournage plutôt que de l'époque évoquée par le scénario. Il se peut là aussi que... Moi, j'ai le sentiment que dans ce film, Melville nous parle de la fin d'un certain type d'hommes et de femmes, parce qu'il y a quand même Simone Signoret, c'est la seule figure féminine forte du film, que ce type d'homme est en train de disparaître. Les taiseux résistants vont laisser la place à une espèce de chienlit bavarde, aujourd'hui. Et... lui, j'ai l'impression que c'est un plaidoyer justement contre les fusions. Mais moi, je trouve c'est important ce que tu dis sur le sang, parce que le film est pas violent du tout, en tout cas comme spectacle. En dehors de cette scène d'assassinat du Français qui a trahi. Mais qui n'est pas sanguinaire non plus. Qui n'est pas sanguinaire, mais il y a une tension quand même assez horrible. Et de toute façon, le silence... Melville, je crois que c'est son premier ou deuxième film, c'est Le silence de la mer, le film adapté de Vercors, déjà sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et puis, Melville, on a même oublié de le dire, il s'appelle Melville parce que telle était son identité de résistant, c'est un ancien résistant, il est né Jean-Pierre Grimbac, il a choisi de s'appeler Melville comme l'écrivain américain, auteur de Moby Dick, de Bartleby, Benito Cereno et d'autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Melville, et donc il est ancien résistant. Il raconte sans doute, il adapte Joseph Kessel, mais il raconte aussi sans doute des choses qu'il a vécues. Le film s'ouvre, comme souvent dans les films de Melville, par un carton qui dit, en gros, ces souvenirs sont des souvenirs pas très gais, mais ce sont quand même les souvenirs de ma jeunesse. Donc c'est intéressant, parce que c'est... Résistance, occupation et jeunesse n'appartiennent pas vraiment aux mêmes catégories. Là, c'est catégorie biographique, l'autre, c'est plutôt la catégorie historique ou politique. Effectivement, il fait quelque chose, moi je trouve, avec plus de plasticité, mais il faudrait que je revoie ses autres films que dans ses autres films, justement. Ce que fait Melville, et qui est toujours, très souvent fascinant au cinéma, c'est qu'il filme des visages, plus souvent d'hommes, mais de femmes aussi, qui
s'efforcent de ne pas laisser paraître leurs émotions et leurs pensées. Et l'impassibilité ou l'effort d'impassibilité, c'est quand même un truc à regarder absolument fascinant. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se demande ce qui se passe à l'intérieur. Et à tel point, le silence est tellement grand que deux frères, tous deux résistants, sont infoutus de se reconnaître en tant que résistants. Ils passent à côté l'un de l'autre sans se reconnaître. Oui, puisqu'il y a cette première scène où Jean-Pierre Cassel vient rendre visite à son frère et il est sur le point de lui avouer la vérité, parce que son frère a froid et il lui dit moi j'ai eu chaud ce matin. Et on comprend que ce qu'il veut dire, c'est qu'en gros, il a failli se faire serrer. Et il dit j'ai eu chaud parce que dans le métro, il fait chaud, donc il se ravise. Et puis, peu de temps après, ils sont l'un et l'autre, l'un conduit l'autre dans une barque vers le sous-marin qui va le conduire en Angleterre. Et il fait nuit. Et la voix off de Jean-Pierre Cassel dit c'est incroyable de penser que le grand patron a la taille et la dimension d'un être humain et que dans cette barque sont réunis le sommet et la base de la pyramide. Mais il ne sait pas que c'est son frère. Spectral, oui, mais moi, c'est là où je voudrais pas tirer le film vers l'abstraction ou parce que je trouve qu'il est aussi extrêmement concret concret. Non, pas tant que ça, parce que c'est des gens qui font pas grand-chose en fait, c'est vrai. Ils font pas grand-chose et leur action n'est jamais à l'exception de l'épisode londonien dont on va parler dans un instant. Leur action n'est pas mise en rapport avec la guerre du tout, jamais. Mais justement, alors, dans l'article de Comolli, ce qui faisait l'objet de son courroux, c'était en particulier la visite au général de Gaulle à Londres, au cours de laquelle Jardy, donc Paul Meurice, est décoré par le général de Gaulle. Et c'est vrai que cette scène, elle est incroyable, et qu'elle porte a priori un peu à la plaisanterie, parce qu'on a 4 types qui sont dans un bureau. Puis soudain, Ventura, lui, il est un peu à part dans la pièce. Puis soudain, Ventura, une fois de plus, a le regard un peu de quelqu'un d'étonné. Le général de Gaulle vient d'apparaître à la porte dans une pénombre qui fait qu'on ne le distingue pas très bien. Et puis, des 4 types, il y en a 2 qui s'écartent presque on pourrait dire comme la mer pourrait s'écarter devant Moïse. Et de Gaulle arrive et va décorer Jardy, donc Paul Meurice, tout ça en silence. Donc scène d'une grandiloquence et d'une piété, d'un amour pour De Gaulle total. Bon, alors, je ne veux pas faire de la déconstruction facile, mais je remarquerai quand même 2 choses, parce que dans un film, l'enchaînement des scènes, c'est quand même pas secondaire. Cette scène est quand même immédiatement suivie d'une scène où Meurice et Ventura sont au cinéma. Et non seulement elle est suivie par ça, mais le plan d'après, c'est un plan sur une affiche d'Autant n'emporte le vent, où on voit Clark Gable et Vivien Leigh. Et à la sortie du cinéma, Paul Meurice dit pour les Français, à la fin de la guerre, ce sera pouvoir lire Le Canard enchaîné et aller voir ce merveilleux film. Donc bon, on peut quand même dire qu'il y a une mise en rapport entre un mythe et l'autre qui est, je dirais, pour le moins malicieuse, ou en tout cas pas innocente. Et surtout, parce que je veux pas faire de la démystification à la petite semaine, surtout, c'est la suite et fin de l'épisode lédonien qui est dingue. Vraiment, là, je trouve ça... moi, je trouve ça... Pardon d'avoir... Cet adjectif est facile, mais dingue quand même. D'abord, on voit Paul Meurice et Lino Ventura de part et d'autre, d'une part, de Big Ben, puis de la Tour de Londres, une espèce de pure carte postale en contre-plongée. Et puis ensuite, la nuit, Ventura se balade dans Londres, alerte, bombe, etc. Il se cache, et puis il finit par atterrir dans un local qu'on comprend être d'un local d'un petit bar de café d'auberge de jeunesse, puisqu'il y a l'affiche YMCA sur le mur. Et là, il y a, je crois que la scène t'a frappé aussi, il arrive dans un endroit tout à fait pacifique et même hospitalier, puisque c'est un endroit où des jeunes hommes et des jeunes femmes en uniforme dansent, s'embrassent, se séduisent. Mais il est manifestement, alors évidemment, là, il n'y a pas un mot n'est prononcé, il y a la musique américaine, et il est manifestement totalement interloqué, quoi. Il arriverait dans une espèce de bordel ou je force la note exprès ou de comme disait Danet, ou de partout chabrolienne, qu'il n'aurait pas l'air plus étonné. Donc il y a une série de zooms sur les chaussettes hautes des jeunes femmes, non, des hommes qui sont en kilt, tandis que les femmes, elles, sont en pantalon. Donc, manifestement, il
perd totalement son latin. Il comprend pas, ou en tout cas, on ne donne pas à comprendre qui sont les différents uniformes. Et il est témoin d'un truc. Et là, on bascule dans quelque chose. Je vais forcer la note exprès, mais qui me semble être une dimension très importante du film, quand même, dans un carnavalesque pur. Alors, pas du tout un carnavalesque, disons, chabrolien ou viscontien, décadent. Alors vraiment, Melville, c'est sans doute le moins décadent des cinéastes. Mais malgré tout, il y a une espèce de moment de pur carnaval auquel fait écho un moment du film un peu étrange, et on en parlait tout à l'heure, un peu embarrassant, mais aussi carnavalesque, qui est le moment où là, une voix off nous explique que le personnage de Mathilde, joué par Simone Signoret, doit pouvoir être passe-partout, donc on la voit faire des essais de tenue et de déguisement, dont l'un est clairement une tenue qui est typée de prostituée, et qui, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que tout spectateur le ressent, n'est pas à l'avantage du tout de Simone Signoret. En plus, le film ne va pas s'en servir, donc on a tendance à se dire, pourquoi avoir voulu maquiller outrageusement Signoret comme ça le temps d'un demi-plan? Bon, mais il y a du carnaval dans le film. Et particulièrement dans cet épisode londonien, qui, du début jusqu'à la fin, est totalement... mais c'est très difficile, parce que dire ça, encore une fois, c'est comme si on voulait arracher le film à son propos historique et politique. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais qui est totalement hallucinatoire. Et comme le film est une succession de petits épisodes, en fait, on pourrait presque dire, là c'est un peu le sommet, mais que tout le film est un peu sur ce registre-là de ce que tu disais très bien en commençant, de l'étonnement, de la surprise, d'être dans un monde on ne sait pas ce que c'est que ce monde. On ne sait pas du tout. D'ailleurs, le film s'ouvre, il est dans une espèce de panier à salade, je ne sais pas le mot exact, pardon, Ventura, et puis il va être conduit dans une prison, et puis le mec qui l'emmène, un gendarme, lui dit on va faire une petite pause. Alors il est sympa le gendarme, et il est souriant, il est un peu on sent qu'il est mal à l'aise parce que Ventura a les menottes, il hésite à lui enlever. Ils font une petite pause parce qu'il s'arrête à une ferme pour faire un peu de marché noir, on suppose, quoi. Mais on est tout le temps dans une espèce de bifurcation, de mini-bifurcation. Hein, il n'y a pas des grandes embardées, hein, parce qu'encore une fois, c'est Melville, il y a un côté, c'est de la grande coulée, mais dans un truc totalement... comme le moment où Signoret, tout à coup, est infirmière, parle l'allemand, elle est évidemment doublée, sans aucun accent. Alors voilà, la question c'est comment est-ce qu'on arrive, une fois qu'on a constaté cette espèce de fantasmagorie quand même, comment est-ce qu'on arrive à lui restituer son sens politique, ça je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un film beaucoup, déjà dit un certain nombre de fois maintenant, mais que c'est un film beaucoup plus... divers et inattendu qu'il n'y paraît. Ouais. Et peut-être que... Je pense que... Bon, une chose que Melville aimait, ça c'est clair, qu'il aimait comme personne, c'est la clandestinité. Lui, Melville, il portait tout le temps des lunettes noires, même au milieu de la journée. Il avait ses studios de la rue Génère, où je crois qu'il faisait tout le temps sombre. Tout ça. Donc on voit bien, il a une espèce... Voilà, le samouraï, voilà, l'homme seul, clandestin. Mais je pense que la clandestinité, elle va aussi avec une forme d'idée qu'on est dans un monde, qu'on est sans cesse dans une espèce de doublure du monde. Oui. Donc les choses sont mystérieuses, elles sont inattendues, sans être bruyantes. C'est beau, il est un peu ennemi de la clarté, probablement. Si, d'ailleurs, la plupart des scènes se situent soit au moment de la tombée de la nuit, soit à l'aube. Ouais. Il y a assez peu de... Le film est très bleu-gris, comme ça, très très beau. Ouais. Et puis il y a ce plan, il y a des plans absolument extraordinaires. Hein. Tout l'épisode londonien où on passe d'une adresse à une autre très très rapidement, où c'est que des plaques. Voilà. Et puis il y a le plan où il y a mais beaucoup de plans où on voit juste avant le sous-marin qui disparaît. Enfin, oui, il y a une idée d'un rapport entre le clandestin et cet étonnement, ouais, qui est très fort dans la scène disons, auberge de jeunesse, boîte de nuit, mais qui, encore une fois, me semble être présent, je dirais, tout au long du film. Mais pour revenir à une chose que tu disais ces deux frères, parce que ça, c'est vraiment, effectivement, ça, c'est une question que je me pose à chaque fois que je vois le film. Doit-on considérer que ces deux frères, en effet, se ratent, selon un scénario qu'on a déjà beaucoup vu dans des films, c'est-à-dire que les vrais résistants ne disent pas qu'ils le sont, et donc dans son entourage, on peut les prendre pour les pires traîtres, alors qu'en fait ce sont eux les plus dévoués. Bon, un film de Minelli que j'adore, Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, raconte comment un grand mondain qui est connu de tout Paris pour être indifférent
à la guerre et ne vouloir que son plaisir, donc être en gros un salopard, un profiteur, comment ce grand mondain, un beau jour, entre dans la résistance, mais simplement, la condition de son appartenance à la résistance, c'est qu'il va devoir continuer de passer pour ce mondain aux yeux des autres, puisque c'est ce qui lui permet justement d'avoir accès à des cercles un peu fermés. Donc on sait ça, on sait que c'est un truc qui est cinématographiquement très fort, de quelqu'un qui ne peut pas coïncider avec son apparence. Mais là, donc on a ça avec les deux frères, quoi. L'un, Jean-Pierre Cassel, blouson d'aviateur, séducteur, qui apparaîtrait comme plutôt le type un peu écervelé et qui s'engage, on l'imagine plutôt par bravade, par panache, goût de l'action peut-être. Par goût de l'action, voilà, que par conviction. Bon. Et puis son frère, qui est beaucoup plus, qui lui, lui c'est d'une certaine manière, c'est la même chose, autre chose que je disais un peu le côté tête en l'air, dans les oiseaux, lisant des vieux livres, lettré, et qui en fait est le grand patron, quoi. Et ils vont avoir ce moment. D'ailleurs, il y a deux moments où ils sont dans une sorte d'embarcation, puisque chez Luc Jardy, il a créé une espèce de, je ne sais pas comment il faut le décrire, de calèche, qui ressemble à la fois à une calèche et une espèce de petite cage. C'est un box, quoi, en bois. Un box où il se met pour emmagasiner de la chaleur, dit-il, parce qu'il a très froid. Et donc, ils sont tous les deux là-dedans, dans ce truc de bois clair, qui prépare un peu le moment où ils seront dans cette barque-là, et où l'un dira, c'est le sommet et la base de la pyramide, évidemment, avec la barque qui tangue, ça parle. Voilà. Est-ce qu'ils se sont ratés ou pas ? Est-ce que le malentendu n'est pas, à ce moment-là, pour eux, la forme la plus accomplie de leur fraternité ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le film, il est constamment fait là-dessus. Il y a effectivement on ne se comprend pas, on ne se comprend pas. Et bon, la fin, dont je ne dirai rien, quand même, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'au point où ceux qui étaient le plus proches de nous ne peuvent pas le rester. Enfin, il y a un truc comme ça de sacrifice, mais c'est plus que ça, quoi. Oui, puis d'ambiguïté constante, quoi. Enfin, ouais. On pourra jamais être totalement courageux, on pourra jamais être totalement pur. Oui, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, contre la pureté. Ouais. Mais moi, puis on va peut-être en finir là-dessus, mais alors je n'ai pas relu les autres articles, je les ai pas lus à la sortie, 69. Je pense que le film a été plutôt très bien accueilli, je dirais. Je n'ai pas lu non plus, je m'en excuse, ceux qui sont parus là à la ressortie. Mais voilà un travail, je trouve, qui serait vraiment intéressant à faire, ce qui serait de voir comment la réception critique sur des sujets aussi énormes évolue et se reformule à chaque ressortie. Parce que là, le film ressort en version restaurée, la copie est magnifique, mais c'est pas la première fois qu'il ressort, évidemment. De voir comment, sur des sujets aussi incontournables, le regard évolue. Moi, c'est un travail que j'aime que... Voilà, s'il y a un mécène qui nous écoute. Tu m'as dit que Vincent Bolloré écoutait souvent. Bon, voilà, on en va peut-être arrêter là. Bon, merci Emmanuel. À la prochaine. À la prochaine. Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's three of them and one of me.